Bonjour à tout le monde. Merci Suzy pour l'introduction et puis le rappel des règles du jeu. Le webinaire, je vois une question dans la conversation, elle sera bien enregistrée et disponible en replay. Merci d'être aussi nombreux sur ce webinaire. Et l'idée, c'était de vous proposer un petit temps, pendant 1 heure et demie, d'actualité autour de l'initiative ACT, avec un focus quand même particulier sur l'appel à projet pour les opérations collectives. Je vais vous mettre l'ordre du jour. Donc ça, je vais m'en occuper pendant une première partie de ce webinaire. Et puis ensuite, on parlera de l'initiative Acte pas à pas avec 2 témoignages. Une entreprise qui a mis en œuvre Acte pas à pas, donc Vazarom avec l'intervention de Pascal Vazar. Et puis, un témoignage aussi de la part de Siemens qui se lance dans une opération collective pour mobiliser ses fournisseurs sur le sujet de la décarbonation. Et il nous en parlera du coup un peu plus en détail tout à l'heure. Tous les deux seront interviewés par Victor de l'association pour la transition bas carbone. Pardon, j'ai fait une petite coquille dans ma slide. Toutes mes excuses à l'ABC. Et puis on terminera, on prendra un petit peu de hauteur et on se mettra plutôt à l'échelle européenne et internationale pour voir ce qui se trame sur au niveau des normes, des réglementations et puis des benchmarks aussi sur le sujet des plans de transition bas carbone. Et on aura 2 intervenants, donc Romain Poivet, anciennement de l'ADEME et maintenant à la World Benchmarking Alliance, et puis Antoine Pugliese, qui est au WWF et qui nous rejoindront pour la dernière partie de ce webinaire. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi, donc, je suis Édouard Fourdrin de l'ADEME. Je travaille sur l'initiative ACT depuis 7 ans maintenant et en particulier, je coordonne le programme volontaire français qui vise à accompagner les entreprises donc basées en France, sur la transition bas carbone et en particulier sur l'initiative ACT. Voilà, je vous rappelle mes coordonnées pour celles et ceux qui ne l'ont pas. Et donc, je vais faire un focus sur l'initiative ACT. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette initiative, peut-être pas tout le monde, donc je vais faire quand même un rappel assez bref et assez succinct. Qu'est-ce que l'initiative ACT? En fait, c'est une initiative qui a été développée par l'ADEME, conjointement avec le CDP au moment de la COP 21, pour travailler sur la question des stratégies de transition bas carbone et plans de transition associés. Et l'idée, c'était de s'assurer que les entreprises étaient en ordre de marche et développer des stratégies de transition bas carbone ambitieuses et alignées avec les objectifs de l'accord de Paris. Et donc, voilà, c'était le point de départ de cette initiative, qui est une initiative donc internationale et qui a été inscrite à l'agenda de l'action de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L'idée, c'était de fournir un cadre méthodologique et aussi des outils pour soit développer des stratégies de transition bas carbone, soit évaluer les stratégies de décarbonation des entreprises et l'ambition associée. On a été financé, donc l'ADEME a pas mal financé cette opération-là et financé également par l'Europe grâce au réseau EIT Climate et au programme LIFE, ainsi que le Fonds français pour l'environnement mondial qui nous a permis aussi de travailler au Brésil et au Mexique sur ce sujet. Et depuis, de manière plus récente, on a un partenariat aussi stratégique avec la World Benchmarking Alliance. Mais là, je ne vais pas trop en parler puisque Romain nous fera un focus sur ce partenariat à la fin du webinaire. ACT se positionne après un bilan d'émissions de gaz à effet de serre sur le parcours de transition bas carbone d'une entreprise. Ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre reste un préalable et une première étape à réaliser. Donc ça peut prendre la forme d'un exercice de type bilan carbone ou GHG protocole ou en suivant les exigences et les recommandations de l'ISO 14064 sur les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre. Ça reste un préalable et une première étape dans ce parcours de transition bas carbone. Avec l'initiative ACT, on va se positionner après, une fois qu'on connaît l'empreinte carbone de l'entreprise, une fois qu'on connaît les émissions de gaz à effet de serre et les postes significatifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on va pouvoir se projeter et travailler sur la question de la stratégie de décarbonation, donc sur les objectifs,
les trajectoires et les plans de transition. Et ça, c'est ce que fournit l'initiative ACT, avec deux approches, soit acte pas à pas pour construire cette stratégie, ou acte évaluation, qui est l'offre historique sur acte pour évaluer cette stratégie de décarbonation et son ambition. Si on rentre un peu plus dans le détail, ce qui structure ACT, ce sont 5 questions sur la transition bas carbone. La première question, ce sont les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. La deuxième question, c'est comment l'entreprise compte atteindre ses objectifs. Donc là, on questionne le plan de transition. Et puis l'idée, c'est aussi de travailler ou de regarder les actions entreprises par la société actuellement et celles qu'elle a mis en œuvre aussi par le passé, et de s'assurer qu'il y ait une cohérence globale entre les objectifs, le plan de transition et les actions présentes et passées. Et donc avec ça, avec ces 5 questions, on capture, on travaille sur la dynamique de l'entreprise sur le sujet de la transition bas carbone et la stratégie de décarbonation. Ça permet effectivement de ne pas avoir une photo figée à un instant T, mais bien d'être effectivement dans une dynamique pour réduire de manière efficace et effective les émissions de gaz à effet de serre. En rentrant un peu plus dans le détail, quand on parle de stratégie, il s'agit quand même de définir ce qu'est une stratégie bas carbone. Et pour l'initiative ACT, ça comporte 9 composantes, 9 modules. Le premier étant les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ça reste un point important, et là c'est très similaire avec l'initiative Science Based Target. Donc le fait que les objectifs soient présents, définis, ambitieux et alignés avec les trajectoires de transition bas carbone au niveau sectoriel, mais pas que. C'est important aussi de justement s'intéresser aux actions de l'entreprise pour s'assurer que les objectifs vont bien être atteints. C'est pour ça qu'on regarde l'investissement matériel, c'est-à-dire l'investissement dans les actifs de production et s'assurer que ces actifs, ces investissements sont orientés vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Idem sur l'investissement immatériel avec les dépenses liées à la recherche et au développement sur la transition bas carbone. La performance des produits pour des entreprises qui ont des enjeux sur les émissions indirectes en amont ou en aval par rapport à sa chaîne de valeur, et de s'assurer qu'effectivement l'entreprise travaille sur des stratégies et des actions pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre indirectes. Et puis, c'est également un management de la transition bas carbone en interne à l'entreprise. C'est des engagements auprès des fournisseurs, auprès des clients, auprès de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est également de l'engagement public, donc de l'influence auprès d'autres cercles. Et puis, c'est le business model, le modèle d'affaires de l'entreprise. C'est s'assurer que ce modèle d'affaires est conforme, adapté à une économie décarbonée, ou si ce n'est pas le cas, de voir comment on peut le faire évoluer dans ce sens-là. Et donc, acte pas à pas va permettre comme j'ai dit, de développer une stratégie de décarbonation et un plan de transition associé, et il s'agit également de le mettre en œuvre. Là, on va cibler des entreprises un peu moins matures, donc des entreprises qui ont déjà fait un exercice de type bilan d'émissions de gaz à effet de serre et qui souhaitent travailler sur cette stratégie et ce plan de transition bas carbone. Et donc, c'est un processus en 5 étapes. On aura du coup des témoignages juste après pour nous en parler de manière plus concrète et en racontant un peu de vécu. Mais il s'agit de faire le diagnostic initial de l'entreprise sur sa maturité, d'identifier les enjeux et les défis, de développer la vision à court, moyen, long terme, de développer en fonction de cette vision la stratégie qui va bien, et ensuite d'y associer le plan d'action qui va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est une boîte à outils et des points de contrôle qui permettent de valider la bonne progression de l'entreprise. On est vraiment sur un référentiel de progrès avec acte pas à pas. On construit la stratégie, on construit le plan de transition. Avec Acte Évaluation, on est sur des entreprises qui sont
plus mature, qui dispose déjà d'une stratégie et d'un plan de transition. Et là, l'objectif, ça va être d'évaluer l'alignement de cette stratégie au regard de l'objectif de décarbonation de l'accord de Paris. Donc là, on est sur un système de notation qui va identifier les points forts, mais également les points d'amélioration d'une stratégie. Et cette notation prend la forme de trois notes, trois éléments. La note de performance entre 0 et 20 qui va permettre de refléter le niveau d'ambition et le niveau d'alignement de la stratégie par rapport aux objectifs de l'accord de Paris, donc 20 étant la meilleure note. La note d'évaluation, ou la note narrative en anglais, qui va de A à E et qui en fait représente l'analyse et le point de vue d'un évaluateur externe par rapport au niveau de performance de l'entreprise et par rapport à la cohérence de sa stratégie. Et donc ça vient soit conforter la note de performance ou la nuancer. Et puis la note de tendance, donc soit un plus, soit un moins, soit un égal, c'est la dynamique dans laquelle s'inscrit l'entreprise sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, je ne suis pas rentré encore plus dans le détail sur acte pas à pas ou acte évaluation. On aura en plus des témoignages juste après sur la partie acte pas à pas. Je voulais aussi aborder la couverture sectorielle actuellement dans l'initiative Acte. Donc, on arrive à la fin du développement méthodologique pour couvrir tous les secteurs d'activité qui nous semblaient être les secteurs importants, puisque à enjeu en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, disponible en méthodologie disponible, nous avons la construction automobile, la production d'électricité, le commerce, le bâtiment, sachant que ça regroupe les constructeurs, les promoteurs et les foncières, une méthodologie pour le secteur pétrole et gaz, pour le transport, pour le ciment et pour l'acier. Et nous avons également une méthodologie générique qui s'applique à tout acteur qui n'appartiendrait pas à ces secteurs pré-identifiés. Nous sommes en train de publier la méthodologie pour le secteur agriculture et agroalimentaire et nous finalisons les développements méthodologiques pour les secteurs du verre, de l'aluminium, du papier carton et de la chimie. Ça devrait être disponible assez rapidement maintenant. À noter que ces travaux méthodologiques sont toujours en cours sur deux aspects, des travaux méthodologiques pour couvrir les acteurs financiers, avec donc, des groupes de travail technique qui se réunissent actuellement et une expérimentation qui commencera début 2023. Et puis une méthodologie pour intégrer cette fois la partie adaptation et pas uniquement atténuation dans l'initiative Acte. La méthodologie existe, elle est en cours d'expérimentation par une quinzaine d'entreprises volontaires. Donc, c'est voilà, des choses qui vont alimenter l'initiative Acte à court moyen terme. Au niveau du programme volontaire français, donc cette initiative internationale, mais qu'il s'agit de déployer aussi en France auprès des entreprises nationales. Et donc l'ADEME, ça fait maintenant quelques années qu'on coordonne ce programme volontaire français qui s'appuie sur trois éléments, trois piliers. Le premier, c'est l'accompagnement financier, donc autrement dit les subventions qu'on accorde aux entreprises pour les aider à travailler sur ce sujet-là et à mettre en œuvre soit du acte pas à pas ou du acte évaluation. Le support technique de l'ADEME via la mise à disposition des méthodes et des outils et des formations pour les entreprises et les consultants. Et puis l'animation de la communauté qui prend la forme d'un comité de gouvernance qui nous aide à déployer Acte en France et également l'animation de la communauté des utilisateurs. On est réunis aujourd'hui dans un cadre d'un webinaire. C'est le type d'opération qu'on peut faire pour animer la communauté. Ici, c'est un webinaire élargi, on l'a ouvert à tous, mais des fois, on fait des webinaires plus restreints sur des sujets plus spécifiques pour la communauté, que ce soit des entreprises ou des bureaux d'études. Et voilà, c'est un des rôles aussi du programme volontaire français que vous pouvez retrouver de manière beaucoup plus détaillée sur le site de l'initiative. Un point sur les formations, puisque je sais que c'est quelque chose qui est assez demandé. On renouvelle un nouveau cycle de formation pour Acte, que ce soit sur Acte pas à pas ou Acte évaluation. Un nouveau cycle qui se terminera du coup à l'été 2023, puisqu'après, il s'agira d'élargir l'offre de formation Acte en intégrant notamment la partie adaptation dont je viens de parler tout à l'heure. Donc jusqu'à l'été prochain, on aura des formations Acte pas à pas et Acte évaluation avec un focus particulier sur Acte pas à pas, puisque c'est là où il y a quand même plus de demandes, notamment pour les conseillers, avec
de manière un peu schématique, une formation par mois et une formation, un peu moins d'une formation par mois pour les formations acte pas à pas pour les entreprises, sachant que Acte Évaluation reste aussi à l'offre, dans le catalogue de l'offre de formation ADEME. Également, on prévoit des formations en anglais pour la partie évaluation, pour la partie pas à pas. Donc voilà, je vous ai mis le nombre prévisionnel de sessions, mais ça correspond à acte pas à peu près à une formation par mois pour les conseillers et une formation par mois ou tous les 2 mois pour les entreprises. Autre nouveauté, cette fois-ci pour la communauté, donc les entreprises qui s'engagent dans cette démarche-là et qui font une demande d'aide auprès de l'ADEME et les bureaux d'études qui sont formés. Donc on a une communauté acte d'utilisateurs, donc d'entités impliquées. On a lancé également, au-delà des webinaires qu'on fait régulièrement, une plateforme d'échange via l'outil Mattermost qui permet d'échanger, donc de rejoindre des canaux de discussion qui vous intéressent et d'échanger avec d'autres membres de la communauté, qui peuvent permettre aussi de partager, de télécharger des ressources utiles sur Initiative Acte, d'échanger de manière bilatérale avec certains interlocuteurs et de vous tenir informé des dernières actualités de la communauté. Ça vient d'être lancé, donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont membres de la communauté, à vous y inscrire et puis et à l'alimenter aussi par vos questions et également vos informations. Et je voulais terminer cette introduction par le dernier point sur l'appel à projet qui nous a occupé là sur l'année 2022. C'est sa première édition. C'est un appel à projet pour des opérations collectives sur Acte. L'objectif, c'est de massifier le nombre d'entreprises qui se dotent de stratégies de décarbonation et de plans de transition pertinents et qui rendent compte de façon transparente de leur stratégie. Donc en fait, en disant ça, on va viser des opérations collectives qui vont porter sur l'initiative Acte pas à pas et ou Acte Évaluation. Pour cette première édition, on l'a scindé en 2 périodes. Une première période qui s'est terminée au mois de juin 2022 et pour laquelle l'entreprise Siemens a été sélectionnée. Donc on aura du coup un témoignage de cette entreprise-là pour nous dire ce qu'il en est un peu plus dans le détail. Et on a une deuxième période qui se clôture dans un peu plus d'un mois maintenant, le 30 novembre 2022, pour le dépôt des dossiers, sachant que ensuite il y aura une phase d'analyse et de sélection entre décembre 2022 et janvier 2023 pour une contractualisation entre l'ADEME et les porteurs de projets entre janvier et mars et un démarrage des projets attendu pour le premier semestre 2023. Donc voilà, si vous êtes intéressé ou vous avez commencé à réfléchir à une opération collective sur le sujet de la décarbonation et des stratégies de décarbonation, n'hésitez pas à revenir vers moi, n'hésitez pas à mettre un petit mot soit dans les questions ou soit dans le fil de discussion. Il y a une fenêtre de tir jusqu'au 30 novembre 2022 pour vous accompagner sur ces projets collectifs, sachant que on aura aussi d'autres éditions de l'appel à projet en 2023, mais pour le moment, la prochaine opportunité, c'est le 30 novembre. Donc, si vous avez des choses dans les tuyaux, n'hésitez pas à nous en faire part. De manière un peu plus précise, ce qu'on va cibler comme opération collective, c'est des opérations qui vont mobiliser un collectif d'entreprises et qui vont être portées par une entité type fédération, association, bureau d'études. Donc ça peut être un niveau sectoriel, ça peut être un niveau territorial, ça peut être un niveau communauté. Voilà, il n'y a pas de restriction par rapport à ça. L'idée, c'est d'avancer collectivement sur le sujet de la décarbonation avec des moments collectifs, mais également, bien sûr, des travaux individuels. Et le deuxième type d'opération, un peu différent, c'est des donneurs d'ordre qui vont souhaiter décarboner leur chaîne de valeur en accompagnant leurs fournisseurs sur le sujet de la décarbonation. Et là, c'est typiquement l'exemple de Siemens qui sera développé juste après. En termes d'accompagnement financier, on prévoit une aide de 50% maximum sur l'ensemble de l'opération. On souhaiterait, et c'est pour ça qu'il y a une incitation forte, et ça fait partie des critères d'analyse, qu'il y ait aussi des cofinancements qui interviennent par ailleurs pour ces opérations collectives. Ça peut prendre la forme de cofinancement
par des tiers ou un financement un peu plus important par le porteur de l'opération ou par les entreprises. Nous, l'idée, c'est d'accompagner un maximum de projets collectifs et donc un maximum d'entreprises sur ces sujets-là, donc avec une aide de 50% max. Pour acte pas à pas, on va être sur des coûts éligibles de 20 000 € d'accompagnement possible jusqu'à la définition de la stratégie et du plan d'action. Et pour une évaluation acte, on va être sur des coûts éligibles de 6 000 € maximum par entreprise. Là, ça s'entend par entreprise. Et bien sûr, on va pouvoir rajouter des coûts d'animation de la part du porteur de projet qui va devoir sensibiliser, communiquer, coordonner cette opération collective. Et ça peut prendre la forme de coûts internes ou de coûts externes qui sont éligibles, qui peuvent être financés par l'ADEME et qui représentent généralement 10% du budget de l'opération. Voilà pour les grandes lignes de l'appel à projet. Vous avez tous les éléments sur le site agirpourlatransition.adem.fr. Vous pourrez retrouver cet appel à projet deuxième période. Et je reste effectivement aussi disponible pour échanger avec vous. Si vous avez des questions, on va pouvoir avoir 5 minutes de questions sur ça, ou a posteriori du webinaire pour travailler avec vous sur le montage de projet. Edouard, oui. je me permets de réagir parce qu'il y a pas mal de questions. Alors, je pense que l'idée, c'est pas forcément que tu répondes à tous. Je peux peut-être t'en sélectionner Oui. genre 2 ou 3 parce qu'il y a quand même des sujets qui reviennent. Ouais, puis j'essaierai de répondre aussi pendant par le webinaire. écrit. Ouais, c'est ça. Du coup, si je fais dans l'ordre d'apparition sur la couverture sectorielle, il y a eu 2-3 questions relatives au secteur agro-agri. Tu parlais de publication en cours. Est-ce que c'est publié ou si c'est en cours, à quelle date exactement la méthode sera disponible? C'est en cours de finalisation, publication. Ça a pris aussi un petit peu de retard parce qu'il y a des travaux de l'initiative Science Based Target justement sur les trajectoires de décarbonation aussi pour ce secteur-là, ces secteurs-là, puisqu'il y a l'agriculture et l'agroalimentaire, et avec l'initiative FLAG. Et donc l'idée, c'est de se rapprocher aussi au maximum. On cherche toujours une cohérence entre SBTI et puis l'initiative ACT. Donc voilà, on a souhaité différer un petit peu cette publication pour intégrer justement les dernières réflexions et les derniers travaux de l'initiative SBT de manière à avoir une cohérence entre les deux approches. Donc, mais c'est voilà, j'ai pas de date à vous communiquer, mais c'est vraiment à très court terme. Ok, de toute façon, on donnera l'info. Il y a une question aussi sur est-ce que c'est adapté au secteur public, notamment aux collectivités territoriales. Je sais qu'il doit y avoir quelques élus dans la salle. Alors, sur les collectivités territoriales, donc là, l'initiative ACT s'adresse à des entreprises sur les stratégies et plans de transition bas carbone des entreprises. On a eu des travaux pour décliner l'initiative ACT à l'échelle des régions. Pour les stratégies de décarbonation des régions. La suite de cette opération-là, c'est de descendre à un niveau plus bas. Et là, c'est notre collègue Gérald Delalevée qui s'occupe de ces travaux-là. Donc, je pourrais vous mettre en relation avec Gérald si vous êtes intéressé en tant que collectivité. Sinon, le deuxième rôle aussi d'une collectivité territoriale, ça peut être justement de mobiliser un collectif d'entreprises du territoire sur ACT, que ce soit acte pas à pas ou acte évaluation, et d'être porteur d'une opération collective. C'est aussi un rôle que les collectivités peuvent jouer sur ce sujet-là. Très clair. Je te laisserai peut-être répondre après par écrit sur les 2-3 autres questions qui parlent du sectoriel. Il y avait des questions, il y a pas mal de questions sur les formations. Je pense que tu t'en doutes, Edouard. Du coup, sur le prévisionnel, est-ce que tu as déjà des dates à donner, notamment sur. Alors, il y a aussi beaucoup acte pas à pas conseillé. Hein. Il y a eu deux, trois questions. Ouais. J'ai pas encore les dates. Là, puisqu'on rentre de ce nouveau cycle, puisqu'on a dû renouveler le marché sur les formations, c'est les formations qui sont assurées par des formateurs externes. Donc on renouvelle le marché et dès que le marché est notifié, ça devrait intervenir la semaine prochaine. On pourra du coup travailler sur le planning de formation et le mettre à disposition du site de OptiFormation. Alors ça, c'est notre langage interne, mais
pour l'ensemble des acteurs, le site, c'est formation au pluriel.adem.fr. Il y a l'ensemble des formations ADEME et notamment les formations ACT. Et dès que le calendrier, donc moi je mise sur la semaine prochaine, on aura du coup le planning des formations pour ACT. Bon, après, tu as plein de demandes de rendez-vous, mais je te laisserai, je te laisserai y répondre, Edouard. Et peut-être juste une dernière question, et puis après, on fera ça à l'écrit. Est-ce qu'une interprofession peut correspondre à un porteur de projet sur ces opérations collectives? A priori, oui. Après, il faut qu'on en rentre un peu plus dans le détail. Mais à partir du moment où effectivement un acteur au sein d'un secteur ou d'une filière peut mobiliser à la légitimité pour mobiliser un collectif d'entreprise, il n'y a aucun problème. Mais après, voilà, il faut qu'on en discute, mais la réponse est oui, a priori. Ok. Et bah, je te propose de poursuivre et de compléter les questions après. Super. Bah, merci Damien, merci pour vos De questions. rien. Je vais continuer à y répondre et puis après, donc on pourra aussi, après le webinaire, apporter les réponses complémentaires pour les questions qui n'auraient pas été traitées. Ce que je vous propose, c'est, pour ne pas prendre trop de retard, de passer à des témoignages. Donc là, je vais laisser la main à Victor, côté ABC, qui est ingénieur énergie-climat, et qui va du coup animer une discussion avec Pascal Vazar, qui est co-gérant de l'entreprise Vazar Home, et Arijan Padmasilan, qui travaille pour Siemens et qui est lead sur les questions de stratégie de décarbonation. Victor, je te laisse la parole en compagnie de Pascal et de Arijan. Merci Edouard. Bonjour Pascal, bonjour Arijan. Donc je vous laisse activer vos micros tranquillement et je vous laisserai vous présenter. Donc l'idée de ce témoignage croisé, c'est d'avoir, comme l'a dit Edouard, d'un côté Siemens, une entreprise lauréate de l'appel à projet opération collective dont on vient de discuter, plutôt pour avoir ses attentes quant au lancement d'une démarche comme ACT. Et de l'autre côté, Vazar Home, donc à l'inverse, une entreprise qui a déjà suivi Acte pas à pas intégralement, qui pourra nous parler de son retour d'expérience, de son vécu. On va commencer par vous, Arijan. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement votre structure et ses principales missions et activités? Oui, merci Victor. Bonjour à tous. Arijan Padmasilan, donc effectivement, comme Edouard a pu me présenter, donc je suis en charge de quelques thématiques liées à la décarbonation de notre société, et notamment au sein de la direction des achats, la mise en place de tout un programme de décarbonation pour nos fournisseurs. Et donc Siemens, en quelques mots, concrètement, on est une entreprise technologique qui travaille sur pas mal de secteurs, notamment l'industrie, le bâtiment, la mobilité, l'énergie et la santé, avec quelques thématiques clés qui sont couvertes, comme l'électrification et la digitalisation des industries, qui visent justement à accélérer la réindustrialisation par la digitalisation et la décarbonation. Les bâtiments intelligents et les infrastructures énergétiques intelligentes, de l'efficacité énergétique aussi, avec là, de ce côté-là, la volonté de décarboner aussi toute la partie liée aux bâtiments tertiaires notamment. Et enfin, tout ce qui est mobilité durable, par exemple, avec l'automatisation et l'électrification du ferroviaire, avec des solutions de trafic intelligent, par exemple, ou l'électrification des véhicules poids lourds et légers, avec la vente de solutions pour tout ce qui est bornes de recharge électrique. Et donc là, on cherche à décarboner notamment le secteur du transport. Donc si on fait l'étalage un peu de tout ce qu'on essaye de couvrir, on couvre le secteur des transports qui représente 31% des émissions carbone en France, le secteur de l'industrie qui représente environ 19% des émissions carbone, et le secteur du bâtiment qui couvre 17%. Donc on essaye, entre guillemets, de faire notre part du boulot pour accélérer le sujet de la décarbonation en France. Et donc rapidement, pour finir sur Siemens en quelques chiffres, donc on est un groupe mondial relativement grand, je dirais, avec 300 000 employés à travers le monde, 190 pays qui sont couverts. On travaille avec un réseau de fournisseurs assez large aussi, parce qu'on a 154 000 fournisseurs environ au total dans le monde. Et en France, on est un peu plus petit, mais on a malgré tout une bonne part à jouer, avec un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros, 6 000 collaborateurs environ en France, et une répartition sur environ 4 sites industriels, 50 agences,
23 sites d'ingénierie, donc une bonne répartition sur tout le maillage territorial français, avec, comme je l'ai expliqué au début, une vraie volonté d'accompagner les différentes entreprises à accélérer la décarbonation, notamment avec un levier principal qui peut être la digitalisation et l'automatisation. Voilà pour moi. Merci. Et ben, même question pour vous, Pascal. Même exercice. Est-ce que vous pouvez vous présenter sa structure et ses activités? Bonjour à toutes et tous, merci de l'invitation. Je dirige une PME qui s'appelle Vazar Home, qui est une notre modèle, c'est pour la fabrication de meubles à l'unité sur mesure, du négoce de meubles standards, des agencements sur mesure, dressing, cuisine, bibliothèque, et conseil en décoration de projets complexes pour refaire du son. Voilà. Alors j'ai vu, merci Pascal, j'ai vu passer dans la discussion que le son grésillait un petit peu, donc Oui, ceux qui n'ont pas c'est entendu. coupé, ouais, je confirme. Ouais. Je pense qu'il y a possibilité de changer de réseau le temps que Harry-Jean continue à discuter, ce serait peut-être pas mal. Bon, pour ceux qui ont pas très bien entendu, donc Vazar Home, c'est une ébénisterie et une PME, on y reviendra tout à l'heure. On va continuer avec vous, Harry-Jean. Donc vous l'avez pas mal abordé, hein, mais pour retracer un petit peu l'historique de comment vous êtes arrivé aujourd'hui à Act, comment vous caractériseriez le degré de maturité climat au sein de Siemens et le poids de ce critère dans le modèle économique aujourd'hui? Et du coup, quels sont les enjeux en termes de transition bas carbone pour aller plus loin? Ok. Je vais peut-être, si ça vous va, je vais peut-être commencer par la partie enjeu, parce que ça, je dirais que ça décrit un peu le pourquoi du comment. Ça devient vraiment un sujet clé, j'ai l'impression, dans beaucoup d'entreprises. Alors, ce n'est pas un sujet qu'on s'est emparé juste l'année dernière ou il y a quelques mois du côté de Siemens. C'est un sujet qui fait vraiment partie de l'ADN pour le coup de Siemens. Il y a aujourd'hui très clairement une vraie volonté d'agir comme étant une entreprise responsable, étant donné notre rôle, étant donné les solutions qu'on peut proposer. Donc, on voit un peu tout le contexte, notamment aujourd'hui climatique et peut-être géopolitique et énergétique, qui fait qu'il y a une vraie nécessité d'accélérer sur ce sujet. Climatique, parce que je pense que tout le monde l'a vu cet été, le dérèglement climatique s'accélère plus que jamais. On voit des événements climatiques qui sont juste, qui deviennent de plus en plus accentués et qui nécessitent justement que tout le monde à son niveau et dont les entreprises puissent agir. Et un contexte géopolitique qui est assez critique malheureusement, qui fait que tout le sujet de la transition énergétique devient particulièrement important et qui fait que les entreprises aussi, à cause de ce critère, de ce contexte géopolitique, ont une vraie volonté d'agir rapidement parce qu'elles sont impactées en termes de coûts, en termes d'approvisionnement, d'énergie, mais aussi de matières premières sur ce sujet-là. Et en plus de ça, il y a tout un tas de cadres qui existent, notamment en France, qui nous fait comprendre aussi qu'on a notre part à amener à l'édifice sur le sujet de la décarbonation. D'abord, un sujet, je dirais, de fond sociétal, comme je l'ai expliqué au début, où il y a une vraie nécessité en tant qu'entreprise d'agir, mais aussi parce qu'on a de plus en plus de clients qui sont exigeants sur le sujet, aussi parce qu'on fait face à des risques d'approvisionnement, comme je le disais tout à l'heure, à cause du dérèglement climatique, aussi parce qu'il y a des réglementations qui deviennent de plus en plus strictes sur le sujet du carbone, mais aussi important de dire que décarbonation ne rime pas forcément avec coûts supplémentaires, mais ça peut rimer très souvent avec économie, notamment sur le sujet énergétique et notamment en ce moment avec le prix du kilowattheure qui est en train de flamber. Et en plus de ça, enfin, pour finir sur la partie enjeu, on sent qu'il y a une vraie volonté au sein des générations nouvelles qui débarquent sur le marché du travail, et même celles qui sont déjà sur le marché du travail, de choisir des entreprises responsables et des entreprises qui sont engagées sur le sujet.
Et donc, il y a une prise de conscience, en tout cas chez Siemens, et je pense dans plus en plus d'entreprises, de se dire que si, en tant qu'entreprise, on n'a pas la capacité d'agir pour ce sujet de la décarbonation, eh bien, on ne sera plus en capacité d'attirer des talents et des jeunes de notre entreprise pour aller plus loin dans différentes thématiques, dont la décarbonation. Donc ça, c'est un peu pour planter le cadre enjeu de manière générale. Et après, comme je vous le disais, on n'a pas attaqué ce sujet juste cet été parce qu'on s'est rendu compte que le dérèglement climatique s'accélère ou depuis mars ou depuis janvier plutôt parce que la guerre en Ukraine a surgi. C'est un sujet qu'on essaie de prendre à bras le corps depuis quelques années maintenant. Donc, pour répondre à la question liée à la maturité, je dirais qu'il y a deux sujets. À la fois le sujet interne où on agit à notre niveau pour faire en sorte que Siemens accélère au sein de son entreprise sur le sujet de la décarbonation. Et après, en tant que grand donneur d'ordre, sur tout l'écosystème sur lequel on a un certain pouvoir, à la fois client et fournisseur, pour pouvoir accélérer ce sujet. En interne, il y a différents engagements qui ont été pris par Siemens qui montrent, je dirais, un degré de maturité relativement avancé. On est, pour reprendre quelques exemples qui ont pu être cités par Edouard, on est engagé SBTI avec l'objectif le plus ambitieux que peut fixer le SBTI, avec une volonté d'avoir une trajectoire à 1,5 degré d'ici 2050. Pour donner un ordre d'idée, on s'est fixé l'objectif de tendre vers la neutralité carbone d'ici 2030 sur les scopes 1 et 2, et sur le scope 3, un objectif de réduction de 20% d'ici 2030 et de tendre vers la neutralité d'ici 2050. C'est des objectifs assez ambitieux. On est engagé sur un certain nombre d'éléments comme les engagements EP100, EV100, RE100, c'est-à-dire c'est tout ce qui est énergie renouvelable d'ici 2030 à 100%, flotte automobile électrique à 100%, bâtiments renouvelables, enfin bâtiments neutres en carbone d'ici 2030. C'est quand même aussi des très gros engagements qui ont été pris. Et on agit, alors effectivement, on se fixe des objectifs au niveau d'une entreprise, mais après, il y a un ancrage au niveau de chacun des sites. À titre d'exemple, en France, on a une grosse usine dans l'est de la France à Agno avec 800 employés, sur lequel on essaye d'être pionnier sur le sujet de la décarbonation usine française, avec typiquement depuis les 5 dernières années, une réduction de la consommation énergétique de 25%, avec des solutions à la fois très simples et court-termistes, mais aussi des solutions long terme qui sont mises en place pour accélérer ce sujet-là. Donc voilà, ça c'est le sujet un peu interne. Le sujet externe, on essaye d'y agir aussi à notre niveau avec tout l'écosystème qu'on essaye d'embarquer autour de nous. L'écosystème, c'est les clients, où depuis 2008, on a mis en place chez Siemens ce qu'on appelle un portefeuille environnemental, avec l'objectif d'accroître notre chiffre d'affaires lié à ce portefeuille environnemental, donc c'est-à-dire qui contribue à la décarbonation et de manière un peu plus précise, notamment au sujet de l'efficacité énergétique. Donc aujourd'hui, on est en moyenne sur la dernière année à 31% de chiffre d'affaires qui est réalisé sur ce portefeuille environnemental, avec la vraie volonté d'accélérer et d'augmenter ce chiffre d'affaires qui peut être généré là-dessus. Ça, c'est niveau client. Et pour faire la transition justement avec Act et toute cette démarche, au niveau fournisseur, comment on agit, on essaye d'embarquer tout notre écosystème de fournisseurs. Justement, j'allais y venir. J'imagine que cette réflexion vous a emmené à vous intéresser à Act pas à pas de plus près, et notamment au sujet de l'opération collective. Donc justement, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu quelles sont les entreprises en présence, donc ces fournisseurs, et puis quelles sont vos attentes collectives sur cette opération? Oui, bien sûr. Le sujet des fournisseurs, disons que ça vient d'une discussion de plusieurs mois en interne. On s'était dit comment si nous on souhaite décarboner notre société, il faut qu'on soit en capacité de décarboner toute notre chaîne de valeur, dont nos fournisseurs. Et donc, on a commencé à discuter avec l'ADEME sur le sujet, et on s'est dit, voilà, nous, on a un contexte où on travaille avec 6000 fournisseurs en France, 60% qui sont des PME. Et le constat qui était fait, c'était de se dire, il y a des PME qui avancent à leur rythme et relativement bien sur le sujet de la décarbonation.
en tout cas vis-à-vis de notre écosystème de fournisseurs PME, on se rendait compte qu'il y en avait beaucoup qui étaient très peu matures sur le sujet de la décarbonation et qu'on avait la nécessité vraiment de les aider en tant que grand donneur d'ordre dans ce sujet-là. Donc, on a contacté l'ADEME qui nous a tourné notamment vers cette initiative ACT, qui pouvait être justement une bonne démarche pour accompagner des entreprises de cette taille sur le sujet de la décarbonation, avec non pas juste, on ne s'arrête pas à un simple bilan carbone qui est mis au fond d'un tiroir et qui n'est plus traité pendant 4 ans. On essaye vraiment de changer toute la stratégie de l'entreprise en profondeur avec les différents modules là, qui ont pu être présentés par Edouard au début, pour accélérer vraiment pour changer toute la stratégie d'une PME et l'accès un peu plus autour de sujets climatiques et décarbonation. Donc, on a beaucoup discuté avec Act Pas à Pas, enfin, les personnes qui sont en charge, dont Edouard, sur le sujet, pour essayer de voir comment on pouvait répondre à ça. Donc, on nous a évoqué cet appel à projet qui allait être lancé courant 2022 pour pouvoir embarquer un certain nombre de nos fournisseurs. Donc là, nous, on s'est mis à discuter aussi en externe plutôt, avec quelques-uns de nos fournisseurs pour comprendre lesquels pouvaient être intéressés. Donc, on sait qu'on était limité en termes de nombre, donc on a voulu quand même avoir une sorte de commencement. On a embarqué une dizaine de fournisseurs pour attaquer cet appel à projet ensemble, c'est-à-dire que le deal, entre guillemets, avec nos fournisseurs, c'était de dire, si on remportait cet appel à projet, on vous accompagnera avec les consultants qu'on a pu former et qu'on va continuer à former sur cette démarche Act Pas à Pas sur le sujet, avec une partie du coup que nous, on financerait avec les consultants qu'on mettrait à disposition, que eux financeraient aussi en partie et que l'ADEME financerait l'autre partie. Et la bonne nouvelle, du coup, c'est qu'on a remporté cet appel à projet et qu'on va être en mesure, du coup, de déployer auprès d'une dizaine de nos fournisseurs qui sont, donc, comme je vous l'ai expliqué, PME et quelques-unes des ETI, essentiellement donc, dans le secteur industriel. Pour donner un peu le profil type, c'est une PME d'environ 200 employés, industrielle, soit dans la métallurgie, soit dans l'électronique, éventuellement aussi des distributeurs, avec qui on a un partenariat qui est relativement stratégique et préférentiel, et qu'on va accompagner du coup à partir de novembre 2022 et qu'on va étaler pendant quelques mois. Et pour mettre un petit peu ça en parallèle, de votre côté, Pascal, comment est née cette réflexion, cette démarche de vous lancer dans ACT et quelles étaient vos attentes à l'époque? Je le rappelle, avant de vous lancer dans ACT, l'accompagnement étant aujourd'hui terminé. On était une PME très engagée sur les questions de RSE puisqu'on a fait partie du réseau Lucie depuis une bonne dizaine d'années. Donc, on a pratiqué le référentiel de la ISO 26000 et donc on a progressé sur toute une palette de sujets. Simplement, lorsque j'ai participé aux rencontres nationales d'Angers de résolution en 2019, on aboutit à la conclusion que malgré tous ces efforts, on n'avait pas réellement diminué l'empreinte globale de nos entreprises et en particulier pas diminué l'empreinte carbone de nos entreprises. Donc, ça a été un choc un peu pour moi après 10 ans de RSE. Et donc, j'ai cherché un autre référentiel. Lorsque j'ai entendu parler de l'outil ACT, je m'y suis intéressé et j'ai compris que peut-être que ce référentiel serait plus en phase avec les enjeux d'aujourd'hui, de dérèglement climatique, d'effondrement de la biodiversité. J'ai donc choisi d'engager notre entreprise dans une opération individuelle, acte pas à pas, en 2021. Mes attentes aujourd'hui sont clairement recentrées sur la diminution de l'empreinte globale de notre entreprise, et notamment de son empreinte carbone. Et après avoir vécu un an de démarche ACT, je considère aujourd'hui que grâce à sa clé d'entrée carbone, l'outil ACT est très efficace, non seulement pour changer notre mode de raisonnement en tant que dirigeant, mais aussi pour écrire une nouvelle vision de l'entreprise à 2025, 2030, 2050, qui tient compte des risques d'effondrement, et puis efficace aussi pour faire muter progressivement les activités de l'entreprise au fil des plans d'action successifs afin de préparer l'entreprise pour un monde à 2 tonnes d'équivalent CO2.
Pour rentrer un peu plus dans le concret de cette dernière année, comment s'est passé l'accompagnement, donc l'opération, l'animation, et puis plus globalement, est-ce que cette expérience vécue est une réussite ou une frustration, déception? Toujours pour Pascal. Concernant l'accompagnement, il faut être très clair. Les collègues qui nous écoutent sont très sérieusement choisis et experts est absolument sur la recherche sans accompagnement. Donc, l'IA qui est un très bon compte. Alors, on a de nouveau des Carbone. problèmes de son. On va réessayer la question dans quelques minutes, Pascal, si tu veux bien. Donc, pour revenir un petit peu sur Arijean, donc, vous avez parlé d'une dizaine de fournisseurs embarqués pour le moment. Donc, est-ce qu'ils sont tous au même degré de maturité? Et sinon, comment vous allez gérer cet accompagnement? Comment faire face à des degrés de maturité différents? Alors, c'est une bonne question dans la mesure où effectivement, on voit qu'il y a des degrés d'avancement très différents d'un fournisseur à l'autre. On en a certains qui ont déjà réalisé leur bilan carbone et qui ont envie de s'embarquer un peu plus loin sur le sujet de la décarbonation, mais qui se disent, bon, je ne sais pas trop où commencer. D'autres qui sont à l'inverse déjà, enfin, pas du tout pour le coup embarqués ni sur le bilan carbone, ni sur une quelconque démarche de décarbonation et qui découvrent le sujet et qui découvrent comment on peut attaquer le sujet. Donc, c'est pour ça que pour nous, ça faisait sens d'avoir un accompagnement vraiment individuel par fournisseur, puisque étant donné les secteurs variés de nos différents fournisseurs, étant donné comme on l'expliquait au début, on a un ancrage territorial qui est assez hétérogène, qui fait qu'on a des fournisseurs qui sont dans différentes régions, et ça nous paraissait compliqué de créer vraiment une action collective pure avec plusieurs fournisseurs. L'idée, c'était plutôt d'avoir un accompagnement individualisé, d'où l'idée aussi de notre côté de former des consultants. Donc chez nous, par exemple, on a 3 consultants formés, un en cours de formation, il me semble aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, on essaye d'avoir des gens formés en interne pour accompagner un par un chacun de nos fournisseurs et adapter en fonction de la maturité et du secteur l'accompagnement qui est proposé pour le coup. Ok, alors sur cet accompagnement, on va faire une nouvelle tentative du côté de Pascal. Donc si tu veux revenir sur comment s'est déroulé cette dernière année, l'accompagnement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Je te redonne la parole, Pascal. Alors, merci Victor, j'espère que ça passe mieux. On dirait, ouais. Le premier intérêt, c'est l'élaboration d'un bilan carbone Scope 3. Pour être concret, nous, on est à 214 tonnes équivalent CO2 pour l'année 2020. Et lors du précédent bilan carbone qu'on avait fait en 2013, on était à 76 tonnes. Vous voyez tout l'intérêt d'élaborer un bilan carbone Scope 3 qui tient compte de toutes vos activités et y compris l'impact de vos activités sur les clients, les fournisseurs, etc. Donc, premier intérêt, le bilan carbone Scope 3 nous a beaucoup appris sur notre empreinte. Deuxième intérêt, la formation que Olivier nous a dispensée sur le climat et sur ce que c'est que le climat a permis aux membres de notre équipe d'être tous au même niveau, puisque pour écrire notre vision, il fallait que les membres de l'équipe soient au même niveau. Or, il y a une très grande confusion dans ce pays entre météo et climat. Et donc, il fallait absolument remettre tout le monde au même niveau. Ça a été une formation très utile. Ensuite, l'écriture d'une vision à 2025, 2030 et 2050 était un exercice très important et très structurant pour quelques membres de l'équipe. Donc ça aussi un des atouts de la démarche ACT. Enfin, ACT nous a obligés à aller au bout d'une stratégie. C'est la première fois qu'on écrivait un plan d'action extrêmement concret. Nous, notre plan d'action, il comporte 19 actions d'ici à 2025 et il doit nous faire baisser nos émissions de 26 tonnes
Donc, c'est extrêmement concret. Et puis, c'est la première fois aussi qu'on impliquait plusieurs salariés de l'entreprise dans différents métiers pour assurer la mise en œuvre du plan d'action. Donc, effectivement, beaucoup d'atouts. Je suis très, très satisfait et de l'accompagnement et de la démarche ACT qui m'a permis d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait fait précédemment. Et justement, sur cette stratégie, maintenant que l'accompagnement il a pris fin et que vous vous retrouvez de nouveau tout seul, entre guillemets, comment se déroule la mise en œuvre de cette stratégie bas carbone au quotidien? Entre guillemets, est-ce qu'elle a tendance à rester au placard ou est-ce que vous vous sentez suffisamment outillé pour la mettre en œuvre? Alors, on n'a pas fait tout ça pour qu'elle reste au placard. Donc, excusez-moi, mais dans une PME, on ne passe pas du temps et on n'investit pas de l'argent sur quelque chose qui va rester au placard. Il n'en est pas question. Donc, non, pour mettre en œuvre nous-mêmes, que ce soit des petites décisions, je vais prendre des exemples, arrêter la commercialisation de tables de cuisson au gaz, puisqu'on a appris, grâce à cette démarche, que le bilan carbone d'une table de cuisson au gaz est 10 fois le bilan carbone d'une table de cuisson à induction. Donc, progressivement, d'ici à 2005, on s'interdit de vendre des tables de cuisson gaz. Nos commerciaux ont entendu l'objectif et ils le prennent en compte. On n'a pas besoin d'être accompagné pour aboutir à ça. Prenons des exemples d'investissements plus importants. On devait changer un véhicule de livraison en début d'année. On a opté pour un véhicule électrique, même s'il coûtait 2,5 fois plus cher qu'un véhicule diesel. Pour autant, on a pris cette décision parce qu'on veut absolument atteindre notre objectif de moins 26 tonnes. Et enfin, un dernier exemple, on est en train de changer notre séchoir à bois. Le précédent était une pompe à chaleur qui comportait du gaz. On a compris que ce gaz avait une très grosse influence en termes d'effet de serre. On a opté pour un matériel 100% électrique avec une seule énergie qui est une énergie électrique parce qu'on a découvert dans le référentiel ACT que le poids en carbone de l'électricité en France est spécifiquement bas, en tout cas plus bas que tout autre type d'énergie. Voilà. Donc là, je vous donne des exemples de décisions prises depuis le début de l'année. Alors, sur d'autres actions, on aura besoin du consultant et notamment de son réseau pour avoir des contacts. Je pense notamment au diagnostic du potentiel de production ENR sur notre site. Ce diagnostic, voilà, il faut le confier à des gens indépendants et qui ne soient pas des marchands. Et donc là, on aura besoin du réseau. Donc voilà, pour répondre à votre question, dans la plupart des actions, non, on peut les mener nous-mêmes. Pour quelques actions un peu plus compliquées, on va avoir besoin de notre consultant. Et pour parler un peu projection, Harry-Jean, quelles sont les suites imaginées à l'opération chez Siemens? Alors, les suites envisagées, pour l'instant, comme je l'ai expliqué, on s'est focalisé sur un petit échantillon de fournisseurs très motivés pour attaquer la démarche. L'idée, nous, notre rêve, entre guillemets, ce serait d'avoir tous nos fournisseurs stratégiques préférentiels qui soient tous engagés sur une transition bas carbone. Parce que si on veut décarboner, nous, notre scope 3, il faut que nos fournisseurs le soient aussi, d'une certaine manière. Alors, l'idée, c'est d'essayer de créer, de continuer cet effet d'entraînement, de créer cet effet domino vis-à-vis de notre écosystème. Si certains sont capables de s'engager par eux-mêmes avec de l'expertise qu'ils vont aller chercher en externe, très très bien, ça nous convient aussi. S'ils souhaitent nous solliciter avec nos consultants formés, etc., on cherchera à les accompagner. On veut continuer du coup cette démarche de support, on va dire, à nos fournisseurs qui pourraient en avoir besoin. L'idée aussi, c'est peut-être, on a déjà discuté un peu avec Edouard, c'est de se mettre dans un process aussi d'évaluation de nos fournisseurs, parce qu'il y a cette partie un peu support qui est nécessaire, mais aussi après le run, entre guillemets, comme on dit. On va évaluer très régulièrement, en général annuellement, et dépendant de la criticité des fournisseurs plus souvent, sur le critère climat. Donc là, la question, c'est il y a des réflexions en cours pour discuter sur la possibilité d'utiliser un module comme Acte Évaluation pour justement, on va dire, définir le degré de maturité de nos fournisseurs sur le sujet climatique. Ça, c'est une next step avec nos fournisseurs. Maintenant, effectivement, nous, on est aussi intéressés, je pense que
notre démarche, je dis, elle est aussi menée par d'autres entreprises, le fait d'accompagner ces fournisseurs. Je pense que c'est important en tant que grand donneur d'ordre de mettre à disposition aussi un certain nombre de ressources pour accompagner les fournisseurs qui sont un peu plus petits et qui n'ont pas forcément les ressources ou la structure d'un groupe comme Siemens. Et ce serait aussi avec plaisir qu'on rediscuterait ou qu'on discuterait avec des grands donneurs d'ordre qui seraient intéressés de calquer un peu cette démarche pour créer ce fameux effet domino qui, je pense, et j'en suis intimement convaincu, est nécessaire si on veut décarboner tout le territoire français. Déjà. Et côté Vazar, pour rebondir, donc votre stratégie court terme, il y a une première étape en 2024-2025. Quelle projection vous faites à cette échéance-là? Quelles suites sont imaginées? Alors, nous, on a un objectif d'économiser 26 tonnes d'équivalent CO2 d'ici à 2025. On est quasiment certain de l'atteindre quantitativement, globalement. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir sur toutes les actions. On va prendre des exemples. Il y a des actions sur lesquelles le contexte va nous aider. On a offert la recharge gratuite pour les 2 premiers salariés qui vont venir au travail en véhicule électrique. Étant donné le contexte, il n'y aura aucune difficulté pour que 2 de nos salariés, d'ici à 2025, viennent en véhicule électrique. L'autre exemple, c'est du côté des clients. La dynamique sur les véhicules électriques est tellement forte en France qu'on peut facilement imaginer que le pourcentage de nos clients qui viennent nous visiter en électrique soit plus important. Et donc, ce contexte va nous aider. Par contre, il y a d'autres éléments de contexte qui ne nous aident pas. On est sur un territoire où le plan vélo n'a pas encore été écrit et qui est très, très en retard sur l'infrastructure vélo. Donc, probablement qu'une de nos actions qui consiste à dire qu'on souhaite qu'il y ait 2 de nos salariés qui viennent en vélo électrique au travail d'ici à 2025, probablement que cette action-là, on ne réussira pas. Bref, globalement, les 26 tonnes, on va y arriver. Action par action, ce n'est pas sûr. Concernant la suite, oui, on réévaluera notre plan d'action en 2026 avec notre consultant, et puis on écrira, on corrigera notre vision en fonction d'un contexte qui aura certainement bougé en 2026. On réécrira notre vision, puis on repartira sur un nouveau plan d'action. Un autre prolongement que je vois, c'est que moi, je suis un acteur très engagé sur le territoire. J'ai créé notamment un groupe d'entreprises qui s'appelle le groupe Action Transition avec un collègue. Et puis, j'ai créé aussi un tiers-lieu à Vernon qui s'appelle la Manufacture des Capucins. Et on est candidat, on en discute avec Edouard depuis quelques semaines. On est candidat, on va essayer d'embarquer une dizaine ou une quinzaine d'entreprises de notre territoire dans une opération acte pas à pas collective. Ce serait absolument extraordinaire qu'on réussisse à constituer un groupe d'entreprises pionnières sur ce sujet sur notre territoire. Et entre parenthèses, on se mettrait en phase avec notre PCAET parce que notre plan territorial énergie-climat a été voté à l'unanimité. Il est très ambitieux, sauf que depuis qu'il a été voté, il faut être honnête, il n'y a pas grand-chose qui se met en place. Donc, que le monde économique prenne l'initiative sur la décarbonation, je pense que ce sera un acte fort. Voilà, Et pour la suite. Alors, le son a un peu coupé sur la fin de la phrase, mais il me semble que tu avais terminé. Donc, pour conclure, dernière question, je vois qu'il est 15 h. On pourra en parler longtemps, mais on va essayer d'être concis. Comment a évolué le poids du critère climat dans le modèle économique de Vazar avant-après acte? Donc, que pensez-vous de la résilience et de la valeur non financière de l'entreprise? Alors, d'abord, l'indicateur carbone, il est clairement devenu un indicateur de pilotage pour nous et pour quasiment toutes les décisions qui sont prises, que ce soit des décisions du quotidien ou des décisions d'investissement plus lourdes. Il est clair qu'aujourd'hui, l'indicateur carbone, c'est devenu notre indicateur de pilotage. Après, comme tu le dis,
le fait de conduire la démarche acte, pour moi, j'ai compris que ça n'était pas seulement se mettre en phase avec notre époque, ce qui est effectivement le minimum, hein, mais c'est aussi augmenter la capacité de rester plus capable de résister aux chocs à venir. Et accessoirement, comme tu le disais, le fait d'augmenter la résilience de l'entreprise, ça augmente aussi sa capacité ça augmente ses forces, sa capacité de résistance, et donc ça augmente sa valeur non financière pour une vente ou une reprise éventuelle de l'entreprise. Et ça, c'est un message qu'il faut faire passer à nos prendre son entreprise demain. Les indicateurs comptables habituels ne suffiront pas. Nous, Acte nous a apporté ça aussi. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, je ne sais pas s'il y a le temps pour prendre quelques questions. Je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs. Sinon, Edouard, je te redonne la main pour On peut continuer. prendre quand même, même si on est un petit peu en retard, prendre quand même une ou deux questions pour Arijan et pour Pascal. Donc, je ne sais pas si Damien, tu as pu regarder les questions J'ai posées. regardé un petit peu les questions. Je me demandais si on allait y répondre en direct ou par écrit, en effet, vu le temps, mais peut-être. Je pense qu'on peut se prendre 5 minutes quand même pour profiter de la présence d'Arijan et de Pascal. Ouais, peut-être Arijan. Alors du coup, il y a pas mal de questions autour de vos actions auprès des fournisseurs, notamment sur le fait que eux, ces fournisseurs, ont d'autres clients, et donc comment finalement Siemens se positionne dans une démarche peut-être un peu plus globale d'accompagnement des fournisseurs. Alors j'en ai choisi une qui me paraissait un peu stratégique. Après, on pourra peut-être répondre aux questions par écrit sur les autres. Pour Arijan. Oui, disons que c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que beaucoup d'entreprises, et même nous par le passé, disons, faisions en sorte d'avoir des infos de nos fournisseurs ou de les faire agir uniquement pour nous. Là, la démarche dans laquelle on s'engage avec Acte Pas à Pas, c'est justement être en mesure de les accompagner avec nos conseillers sur vraiment la possibilité de changer totalement toute leur stratégie d'entreprise orientée sur le sujet de la décarbonation. Entre autres, qui va contribuer à nous améliorer sur le sujet du carbone, parce que c'est un de nos fournisseurs préférentiels, mais aussi eux à changer leur stratégie vis-à-vis de leurs autres clients et également leurs autres fournisseurs. Donc, c'est comme l'exposait tout à l'heure Edouard, il y a plusieurs piliers, entre guillemets, dans la stratégie, enfin dans la mise en place de Acte Pas à Pas. Deux des piliers, c'est la partie fournisseur et client. Et donc, en accompagnant nos fournisseurs sur le sujet, eux aussi vont pouvoir agir de manière un peu plus positive auprès de leurs autres clients et de leurs propres fournisseurs à eux. Ok, merci pour cette question. Peut-être pour Pascal, une question, mais c'est plus sur finalement le suivi de cette stratégie. Est-ce qu'il a été imaginé, vous y avez un peu répondu, mais un après, notamment s'il y a une évolution des indicateurs ou du modèle finalement Acte, comment vous y préparez en fait? Je ne sais pas si vous m'entendez, par contre. Je ne sais pas si Edouard, mais vous m'entendez? Pas très très bien, j'avoue. Oui. Mais du coup, sinon, pour répondre par écrit. Victor, tu m'entends? Bon, je vais essayer. Ouais, il y a un mauvais. Ouais, le réseau n'est pas très bon là, Pascal. Je propose peut-être qu'on y réponde par écrit. Je ne sais pas si vous m'entendez à nouveau là. Là, ouais, ça va un peu mieux. C'est pas assez fluctuant, je propose. Merci Pascal, mais peut-être, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Damien. Non, par contre, il y a des gens qui étaient intéressés par le groupe Action en Transition et la manufacture des Capucins, donc je laisserai des contacts se faire. Voilà. Ça marche. Merci. Merci à Régent, merci Pascal pour vos témoignages et à Victor et Damien pour l'interview et les questions. Effectivement, bon, le son n'était pas optimum côté Pascal, donc s'il y a des questions côté Vasarom, Pascal, n'hésitez pas à y répondre dans les questions-réponses. Et puis ce que je vous propose, c'est d'attaquer le dernier temps de ce webinaire.
Donc encore merci à vous pour vos témoignages. Et je vais passer la parole donc, dans un premier temps à Romain Poivet, que vous connaissez, je pense, pour la plupart d'entre vous, et qui travaille maintenant pour la World Benchmarking Alliance et qui est Climate and Energy Engagement Lead. Et puis Antoine Pugliese, qui travaille sur le sujet de la Sustainable Finance au sein de WWF France. Et l'idée, c'est qu'il nous apporte aussi une prise de recul et qu'il nous évoque le paysage normatif réglementaire et les benchmarks qui sont réalisés actuellement sur les plans de transition bas carbone. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'à vous deux, vous interveniez pendant une vingtaine de minutes et ensuite, on fera quelques questions-réponses comme pour les autres séquences. Donc, Romain, je te laisse la parole. Ouais, très bien. Merci, Edouard. Bonjour à toutes et tous. Bon, je vais pas perdre de temps à me représenter. Tu viens de le faire. Juste peut-être représenter globalement la World Benchmarking Alliance et puis expliquer le contexte de ce partenariat finalement entre l'ADEME et la World Benchmarking Alliance. L'idée de la World Benchmarking Alliance, c'est de proposer des benchmarks d'entreprises leur positionnement, de les positionner au regard des engagements qu'elles prennent vis-à-vis des objectifs de développement durable. On part du principe que les entreprises doivent jouer un rôle clé dans la transformation de l'économie globale et que pour cela, il faut pouvoir aussi finalement créer un cadre de redevabilité de ces entreprises vis-à-vis des engagements qu'elles ont pris au regard des objectifs de développement durable. Donc ces benchmarks, ils vont pouvoir fournir un certain nombre d'informations aux parties prenantes des entreprises, que ce soit les investisseurs, les pouvoirs publics, la société civile, pourquoi pas les particuliers si besoin. Et l'idée, c'est de proposer ces benchmarks, donc ces évaluations et ces classements d'entreprises de façon libre d'accès, donc c'est en open access, et de pouvoir montrer aussi d'où viennent les informations qui sont utilisées pour faire ces benchmarks. Donc ça ne concerne pas que la partie climat, ça concerne différents systèmes de transformation, et je pense qu'on peut passer sur la slide suivante. Alors là, pardon, la slide suivante, c'est pas grave, je reviendrai après sur les différents systèmes de transformation, mais l'idée du partenariat finalement entre l'ADEME et la World Benchmarking Alliance, c'est finalement, je pense qu'un certain nombre d'entre vous le savez, la WBA utilise depuis 2019 à peu près les méthodologies ACT pour faire ces classements, ces benchmarks Climate and Energy. Donc il y a aujourd'hui quasiment 300 entreprises qui ont déjà été évaluées par la WBA avec les méthodes ACT, donc une cinquantaine d'entreprises du secteur automobile, une cinquantaine du secteur électrique, une trentaine du secteur automobile, 100 entreprises du secteur oil and gas, et puis là, ça a été publié cette semaine, 90 entreprises du secteur transport. Donc c'est vraiment une mise en œuvre des méthodes ACT dans un cadre qui n'était pas forcément celui que l'ADEME avait envisagé dès le départ, hein, puisqu'on avait toujours, l'ADEME avait toujours plutôt encouragé des évaluations en direct entre des consultants et des entreprises. Là, c'est vraiment des évaluations qui sont forcées et qui sont faites sur la base des données publiquement accessibles. Alors, quand on dit publiquement accessible, c'est les données qui sont soit disponibles dans les rapports extra-financiers des entreprises, soit au travers d'autres bases de données qui sont parfois payantes, mais qui sont en tout cas accessibles. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer ces évaluations pour un large public. Sachant que dans le cadre de ces évaluations, de ces benchmarks, il y a un processus d'engagement qui est fait entre la World Benchmarking Alliance et les entreprises évaluées. Donc, bien évidemment, WBA va venir contacter les entreprises en leur disant, voilà, sur la base des données qu'on a pu trouver, publiquement accessibles, voilà le résultat de votre évaluation. Vous pouvez venir compléter avec vos propres données s'il y en a qui sont manquantes dans l'évaluation qu'on propose. Et donc, ensuite, après ce processus de dialogue, les résultats sont publiés. Donc, l'idée du partenariat entre l'ADEME et le WBA, c'est vraiment que la WBA reprenne toute la partie internationale de dissémination de l'initiative ACT
et que l'ADEME se recentre plutôt sur la partie dissémination nationale des outils, des outils, des méthodes, et notamment au travers de ce programme volontaire Acte en France qu'Edouard coordonne. Donc là, on est dans une phase un petit peu de transition entre l'ADEME et le WBA, mais voilà, le WBA va être plutôt sur la partie internationale de Acte et l'ADEME sur la partie vraiment nationale. Si on passe sur la slide suivante, donc voilà, c'est les 7 systèmes de transformation que je vous présentais juste avant. Le WBA part du principe qu'il y a 7 grands systèmes de transformation nécessaires pour avoir, on va dire, un modèle économique pérenne et durable. Donc il y a bien évidemment le système financier qui va être un système qui va faciliter ou pas l'entièreté de la transition du modèle économique, du modèle économique. Et ensuite, il y a d'autres systèmes de transformation, donc l'énergie et le climat, agriculture et alimentation, nature, biodiversité, digital, transformation urbaine, et puis la transformation sociale. Et comme vous pouvez le voir, finalement, la transformation sociale, elle va venir irriguer les autres systèmes de transformation. Donc, notamment, vous pouvez retrouver dans le benchmark transport qui a été publié en début de semaine, l'évaluation énergie-climat réalisée avec les méthodes ACT, et puis une évaluation complémentaire qui est faite sur les aspects sociaux. Et donc, ça permet d'avoir une évaluation, un benchmark Just Transition. Et donc, c'est la deuxième fois là, que ce benchmark, enfin ce type de benchmark est entièrement mis à disposition. Donc là, vous avez le récap des différents benchmarks qui ont déjà été publiés sur la partie énergie-climat. Il y en a d'autres qui vont être publiés l'année prochaine, notamment un sur le secteur de la construction du bâtiment. Donc voilà, surveillez, vous serez bien évidemment informé des benchmarks qui sont publiés. Vous pouvez bien évidemment utiliser ces données et ces benchmarks comme source d'information pour, voilà, soit pour les consultants dans leur dialogue avec les entreprises, soit les secteurs, les fédérations, pour aussi avoir concrètement des informations, on va dire, assez indépendantes, neutres sur la transition des entreprises. Si on passe sur la slide suivante, et là, je vais commencer à raccorder finalement ce dont on parle depuis 2015 avec ACT autour des plans de transition et de la décarbonation, et commencer à ouvrir le côté plutôt international. Effectivement, en 2015, pour être très clair, quand on parlait de plan de transition, on était tout seul. Enfin, quand je dis on était tout seul, c'est l'initiative ACT était la seule initiative à parler de plan de transition et à parler du besoin de plan de transition pour vraiment venir finalement crédibiliser les objectifs qui étaient pris par un certain nombre d'entreprises en termes de décarbonation et d'objectifs de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Depuis 2015, maintenant le contexte a évolué et maintenant il y a tout un tas d'acteurs qui parlent de plan de transition, et c'est tant mieux, que ça soit de la TCFD à la Race to Zero de l'UNFCCC en passant par les standards de l'EFRAG que Antoine pourra vous présenter juste après. Voilà, on voit bien que finalement, enfin, j'ai envie de dire, tout le monde a compris qu'il était nécessaire de pouvoir comprendre les plans de transition des entreprises pour comprendre la crédibilité de la décarbonation qui est en marche ou pas en marche. Et je pense que, comme vous avez pu le voir sur les différents benchmarks qui ont été publiés par la World Benchmarking Alliance, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de plans de transition crédibles quand ils existent. Alors finalement, qu'est-ce que c'est qu'un plan de transition? Vous pouvez voir là pour les différentes définitions qui sont proposées par tout un tas d'acteurs, donc que ce soit le cadre de l'IFRS avec le cadre ISSB, la TCFD, l'EFRAG, le CDP que tout le monde connaît, la Transition Plan Task Force qui a été mise en place par la DG Trésor en Angleterre, ou le GFUNS, donc le Glasgow Financial Alliance for Net Zero. On peut voir que finalement, tout le monde propose une définition à peu près cohérente, on va dire, à savoir qu'un plan de transition, finalement, c'est
un aspect de la stratégie plus globale de l'entreprise et que ça doit finalement, on doit y retrouver notamment des objectifs de réduction et puis des actions qui vont soutenir finalement l'atteinte de ces objectifs de réduction. Donc c'est quasiment à chaque fois la même notion, on voit en tout cas la même définition. Alors on voit que certains sont un peu plus exigeants, alors notamment je pense à l'EFRAG qui va jusqu'à clairement indiquer l'objectif de 1,5 degré, comme le CFDP par exemple. On voit aussi que le GFUNS, lui, vient carrément parler d'un cadre, que finalement les plans de transition, c'est aussi un cadre de redevabilité, un mécanisme de redevabilité vis-à-vis des objectifs que prennent les entreprises. Donc on voit que les définitions qui sont proposées sont clairement raccord avec finalement ce que promeut l'initiative ACT depuis le 2015. Et si on va sur la slide suivante, c'est aussi pour ouvrir la présentation que va vous faire Antoine. Il y a un certain nombre d'actions, de coalitions, d'initiatives qui sont disponibles sur la scène internationale. Et il y a un travail très intéressant qui a été publié par le GFUNS au mois de juin dernier et qui finalement fait un peu pas le ménage, mais vient classer, organiser un petit peu les différentes démarches et les différentes initiatives. Donc on voit bien qu'il y a dans un premier pilier, finalement, tout ce qui va être de l'ordre du cadre de divulgation d'informations et de collecte d'informations. Donc, on va retrouver la fameuse TCFD, le questionnaire du CDP, les cadres qui sont vraiment des cadres réglementaires ou normatifs, avec l'IFRS, la TPT, les FRAG ou aux États-Unis, le SEC. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est de l'ordre de la divulgation d'informations. Ensuite, on a un autre pilier, finalement, un autre cadre qui est plutôt de l'ordre des méthodes qui vont permettre de valider, de fixer des objectifs de réduction et de valider les objectifs de réduction. Donc là, on va retrouver, je pense que vous connaissez tous la Science Based Target Initiative ou la Transition Pathway Initiative. Et puis, dans un dernier paquet, on va retrouver finalement tout ce qui est de l'ordre des méthodes et des outils d'évaluation des plans de transition. On va retrouver encore une fois la Transition Pathway Initiative, Climate Action 100+, et puis Assessing Low Carbon Transition. Donc, je pense que c'est assez intéressant de noter que finalement, une méthode qui a été notamment développée et poussée par les pouvoirs publics français avec l'expertise nationale, se retrouve finalement dans un cadre vraiment bien identifié comme une des meilleures méthodes, un des meilleurs dispositifs disponibles sur la scène internationale pour évaluer les plans de transition des entreprises. Et je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai à peu près fait les 10 minutes, peut-être un petit peu débordé, et je vais passer la parole à Antoine Pugliese. Merci beaucoup. Merci Romain, merci pour cette présentation sur les travaux et le partenariat avec la World Benchmarking Alliance et puis sur le paysage sur les normatifs et réglementaires sur les plans de transition. Antoine, je te laisse la parole du coup pour finir sur un focus sur la directive CSRD et les travaux de l'EFRAG. Bonjour à tous, merci vraiment pour l'invitation, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc effectivement, je vais essayer de faire le pont avec ce qu'a dit Romain sur un peu ce qui se passe dans le marché privé, donc les benchmarks, et puis effectivement toutes ces initiatives. Et là, je vais essayer de faire un petit focus vraiment sur un aspect de la réglementation européenne qui va venir dans quelques temps et qui va du coup toucher aussi les entreprises françaises. Et je vais essayer de vous démontrer que ACT, en tout cas, n'était pas une perte de temps, loin de là. Donc, je veux bien que tu passes à la prochaine slide. Oh, tu peux aussi avancer sur le… Bon, alors, juste pour un peu utiliser le jargon européen, et désolé, donc mes slides sont en anglais, mais effectivement, donc, au niveau européen, donc, il y a une réglementation qui vient d'être adoptée qui s'appelle la Corporate Sustainability Reporting Directive, donc qui est une directive en fait qui est là pour améliorer le reporting non financier des entreprises. Donc là, on s'adresse dans un premier temps aux entreprises qui ont plus de 500 salariés, qui ont un chiffre d'affaires assez, c'est 20 millions. Donc voilà, des entreprises qui ont quand même une certaine taille. Hein, ça regroupe à peu près 55 000 entreprises en Europe. Et donc l'Europe a déjà validé cette réglementation de niveau 1 qui exprime effectivement le fait de renforcer le reporting extra-financier des entreprises qui existait avant sur une ancienne directive, la NFRD. Et donc, la Commission européenne en fait, a mandaté un groupe d'experts afin d'établir en fait, les standards
de reporting non financier. Donc, c'est l'EFRAG qui a été sélectionné et l'EFRAG, en fait, depuis 1 an et demi, donc je fais toujours partie de cette organisation, ont travaillé à spécifier en fait les demandes qu'on doit faire aux entreprises et quelles informations, quelles data doivent divulguer chaque année lors de leur reporting financier. Donc aujourd'hui, on est fin 2022, donc on a fait 2 boutures du standard climat. Donc je vais vous expliquer l'architecture, mais je vais faire un focus sur le standard climat. Normalement, donc, on doit proposer notre dernière version à la Commission européenne dans quelques semaines. Donc, la Commission va valider, il va peut-être changer un peu les choses, mais grosso modo, il y a de fortes chances que ce soit ce que je vous montre aujourd'hui. Et ensuite, donc, on va avoir un acte délégué qui va être adopté en 2023 pour en fait un premier reporting sur ces entreprises 2025, donc avec sur les data, les données de 2024. Donc, si tu peux passer, s'il te plaît, la prochaine slide. Donc, en fait, la Commission n'a pas voulu attaquer que le climat. Donc, en fait, c'est vraiment un reporting extra-financier au sens large, donc ESG. Donc, il y a en gros 14 standards qui ont été travaillés. Donc, ça va toucher effectivement tout ce qui est plutôt lié à l'analyse de matérialité, la gouvernance, l'organisation, la stratégie. Ensuite, on va avoir des standards liés à l'environnement. Donc là, on va retrouver le climat, c'est ce que je voulais vous présenter. On va parler aussi comment on va reporter sur la pollution, sur la consommation d'eau, sur aussi tout ce qui est lié à la biodiversité et la nature, donc qui est quelque chose qui émerge énormément, mais on a encore du mal à caractériser les métriques, les datas sur la biodiversité, et puis l'économie circulaire. Et puis ensuite aussi un pilier social et un pilier gouvernance. Donc là, je vais faire un petit focus sur l'architecture du standard climat. Si tu peux passer à l'autre slide, s'il te plaît. Tu peux passer celle-ci, c'est peut-être... Donc, pendant 1 an et demi, effectivement, donc un groupe a travaillé sur quels étaient les points les plus importants à divulguer pour une entreprise. Donc, on a divisé un peu le standard en trois parties. Donc, la première, c'est la stratégie, deuxième, l'implémentation, et le troisième niveau, c'est la performance. Donc, on a un premier niveau au niveau de la stratégie qui va discuter des éléments, notamment du plan de transition. Donc là, on va retrouver tous les éléments de ACT, et je vais aller dans le détail un peu plus tard, des éléments sur la stratégie de résilience par rapport au business model. Donc ça aussi, ça se retrouve dans ACT. On va parler des rémunérations donc des CEO par rapport aux cibles climatiques, du prix du carbone, mais aussi tous les processus d'analyse de risques et d'opportunités liés au climat. Après, on va avoir une partie plutôt implémentation. Donc là, c'est une divulgation de la politique, mais aussi quelque chose de très important, quels sont les objectifs de l'entreprise. Je vais y revenir, c'est un point assez clé hein, du standard. Et ensuite aussi, quel est le plan d'action? Donc ça, c'est un peu plus micro. On est en dessous du plan de transition, mais quelles sont les actions, les ressources qui vont être mises en place pour effectivement réussir à atteindre l'objectif. Donc en fait, déjà rien qu'avec ces 2 piliers, on voit qu'on a quasiment un cadre de redevabilité dont parlait Romain qui commence à se mettre en place. En tout cas, on aura les éléments qui vont pouvoir demain en fait créer ce cadre. Et puis ensuite, bien sûr, tous les éléments liés à la performance. Donc ça, on en a déjà parlé, mais c'est tout ce qui est lié à l'énergie, scope 1, 2 et 3. Oui, merci, tu peux avancer. Voilà, alors là, je voulais faire un petit focus sur effectivement le plan de transition. Donc, Romain en a parlé, il y a plein d'initiatives qui existent. Des initiatives du type GFENS, qui sont des initiatives privées, hein, qui ne sont pas réglementaires, qui sont volontaires. Honnêtement, dans le paysage international, on va avoir l'Europe qui commence à aller dans des plans de transition obligatoires. Et les États-Unis, mais on n'y est pas encore, et voilà, je pense que c'est beaucoup moins ambitieux en tout cas que l'Europe. Donc en fait, là, le plan de transition qui est pour l'instant proposé,
hein, c'est vraiment un plan de transition, il doit être lié à quoi? À un objectif 1.5 et net zéro. Et ça, c'est lié en fait à la loi climat européenne. C'est quelque chose qui ne peut pas changer. Un plan de transition, c'est une transition vers quoi? Vers un scénario 1.5 de limitation du réchauffement. Ensuite, c'est vraiment expliquer quels sont les leviers de décarbonation qui vont être mis en place afin d'atteindre cet objectif. Et donc là, on veut que l'entreprise fasse un effort afin de démontrer quels vont être les leviers qui vont lui permettre d'atteindre l'objectif technologique, lié sur la demande, sur ses fournisseurs. Et on veut aussi qu'il y ait des sources liées à ce reporting et que ça soit assez quantitatif mais qualitatif. Ensuite, les ressources financières qui vont être associées à ces leviers, c'est très important, afin de crédibiliser un peu la démarche. Quelque chose que vous connaissez peut-être si vous avez fait acte d'évaluation, mais c'est tout ce qui est locked in GHG emissions, enfin les émissions verrouillées. Donc déjà, en fait, en 2020, quels sont les actifs qui vont, en 2025, en 2030, toujours produire des gaz à effet de serre. Ça va nous permettre aussi de regarder un peu la crédibilité de l'objectif par rapport aux actifs qui sont possédés déjà par l'entreprise. Et puis, on va avoir un lien avec la taxonomie européenne, qui est très, très, très européen, et puis la stratégie globale de l'entreprise. Je vais accélérer, je ne vais pas parler des petites différences. Et puis peut-être un dernier point donc, qui est important sur effectivement la définition de l'objectif climat. Donc pour l'instant, le compromis qui a été trouvé est celui-ci, c'est qu'en fait le standard propose une divulgation donc, de n'importe quel objectif lié au climat. Ce n'est pas juste des objectifs de réduction, mais ça peut être des objectifs de formation et d'autres. Ça, c'est un premier niveau d'objectif qu'on va retrouver dans le standard. Ensuite, il y a un deuxième niveau. Moi, c'est le plus intéressant. C'est vraiment l'objectif de réduction des gaz à effet de serre. Et donc là, cet objectif est lié avec ce que je vous disais au scénario 1.5. Et là, dans ce scénario, on va retrouver que les leviers de réduction. On ne va pas parler d'offset, on ne va pas parler de crédit carbone. Voilà, on est vraiment dans la réduction pure. Et puis ensuite, un dernier niveau, on va permettre aux entreprises la divulgation de cibles net zéro. Donc là, on va avoir une possibilité effectivement de parler de puits de carbone. Donc là, ça peut rentrer dans un objectif. Et un objectif qui est un peu moins, en tout cas, on partage un peu moins la démarche, mais voilà, c'est pas que nous, on n'est pas juste au lead sur ce sujet, mais c'est effectivement un objectif de neutralité. Donc là, effectivement, les crédits carbone peuvent être mis en place. La solution qu'on a trouvée aussi pour essayer d'éviter le greenwashing, c'est que l'entreprise doit expliquer en quoi cette cible climatique, tout ce qui est lié à la neutralité ne va pas empêcher l'atteinte d'un objectif 1.5 de réduction. Donc voilà un peu le paysage que je voulais vous démontrer. Et en fait, vous voyez bien que dans tout ce que je vous ai dit, ACT est un peu partout. Et c'est pas par hasard. C'est parce que aussi j'ai travaillé avec Romain et Edouard depuis quelques temps à l'ADEME. Et donc, vous voyez qu'on a que de toute façon faire une évaluation pas à pas ou même une évaluation ACT va vous aider de toute façon à répondre à la réglementation qui arrive. Donc dès 2024-2025 pour les entreprises de plus de 500 entreprises, et aussi 2026-2027, peut-être une divulgation de ces données sur les entreprises de plus de taille, 250, voire très petites. Donc voilà. En tout cas, ouais, je pense que j'ai fini, Edouard. Donc je te remercie. Merci. Merci à toi, Antoine, et encore merci à Romain pour cette intervention sur voilà, le paysage normatif, réglementaire et les benchmarks sur l'initiative ACT. Je regarde, Damien, n'hésite pas à me dire s'il y a des questions. Je regarde en même temps sur le… Romain a fait le job. Ouais. Voilà. Il y a répondu déjà. Voilà, il y avait quelques questions sur l'initiative WBA sur les prochains secteurs et puis sur les données utilisées dans les cas des benchmarks. Je ne sais pas si Romain, tu souhaites compléter rapidement à l'oral sur ce point. Je
peut-être rapidement faire écho à la présentation d'Antoine et clairement dire que ce type de cadre réglementaire qui arrive va forcément faciliter aussi les évaluations futures. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les évaluations qui sont réalisées par la World Benchmarking Alliance sont uniquement faites sur la base de données publiquement accessibles et que là, dans le cadre de ce qui est en train d'arriver au niveau européen, donc avec la directive CSRD, mais aussi avec la directive 4D sur le due diligence, qui va venir aussi renforcer les choses. Et la future plateforme européenne ESAP, donc European Single Access Point, qui va être finalement la plateforme de collecte de toutes ces informations au niveau européen. Donc, ça va effectivement, je pense, permettre d'avoir des évaluations de plus en plus fines et propres. Voilà. Merci pour ces éléments. On est un petit peu en retard et je ne vois pas d'autres questions qui apparaissent sur le fil de discussion. Donc pour conclure ce webinaire, on a eu cette présentation sur le contexte européen et international, et on voit en quoi ACT peut permettre de répondre à la future réglementation européenne sur le sujet des plans de transition et de se préparer aussi éventuellement à des benchmarks internationaux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous impliquer, n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à vous saisir de cette opportunité-là, puisque pour les entreprises françaises, donc, il y a le programme volontaire ACT en France qui vise à vous accompagner, vous, entreprise, sur de stratégie et de plan de transition via de l'accompagnement financier, via des formations et de l'animation. Et puis, cet appel à projet pour les opérations collectives, donc avec l'édition 2022 qui se termine à la fin de l'année, le 30 novembre, et puis potentiellement d'autres éditions à venir par la suite. Et c'était aussi intéressant d'avoir du coup le témoignage de Pascal Vazard en tant que gérant de l'entreprise Vazard sur son vécu par rapport à cette initiative et l'exercice acte pas à pas, et comment Siemens aussi voit ces choses-là en tant que donneur d'ordre pour décarboner et impliquer ses fournisseurs dans la chaîne de valeur. Voilà, on a un petit peu de retard. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Un grand merci à tous les intervenants pour leur témoignage et leurs interventions. Et un grand merci aussi à l'Association pour la transition bas carbone et à la PCC qui nous aident du coup dans l'animation et dans l'organisation de ces webinaires. Je vous dis à bientôt pour continuer à échanger sur cette initiative. Et je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée à tous et à toutes.